Vous évoquez l'introduction du président de la République qui, après ces 2 premiers jours de déconfinement, a tenu à saluer que les choses s'étaient globalement bien passées. Il est évidemment bien trop tôt, a indiqué le président de la République, pour crier victoire, mais il a souhaité souligner que la voie suivie était bonne. Il a indiqué qu'il nous fallait, tout en mettant de manière efficace en œuvre ce déconfinement, nous devions nous préparer à 3 échéances. La première est celle du mois de mai, comme le Premier ministre avait eu d'ores et déjà l'occasion de l'indiquer, puisque en fonction de l'évolution de l'épidémie, le déconfinement pourra franchir pour le mois de juin une nouvelle étape après le week-end de la Pentecôte. Cette étape pourra évidemment être différenciée suivant les territoires et suivant les indicateurs sanitaires sur lesquels nous communiquerons de manière transparente. Il a évoqué une seconde échéance, celle de la saison estivale, qui pose des questions spécifiques en matière de déplacement sur le territoire national et à l'étranger. Et il a indiqué que cette question devait faire l'objet d'une nécessaire coordination européenne. Le président de la République a enfin évoqué une 3e échéance, celle possible, mais incertaine, d'un reconfinement si la situation devrait se dégrader. Il a invité le gouvernement, évidemment, à s'armer dans cette perspective. Voilà ce que je pouvais vous dire de l'introduction du président de la République. Et je vous propose maintenant de passer aux différents éléments qui ont été vus lors de ce Conseil des ministres. Nous avons adopté d'abord une série de 11 projets de loi qui ratifient diverses ordonnances qui ont été présentées dans les semaines précédentes pour faire face à l'épidémie de Covid-19. J'ai eu l'occasion de vous les présenter ces dernières semaines et donc je vous renvoie au communiqué de presse qui sera diffusé par l'Élysée à l'issue de cette conférence de presse. Le Conseil des ministres a également examiné 4 nouvelles ordonnances qui portent le total des ordonnances prises dans le cadre de la crise du Covid-19 à 54, qui ont pour point commun, au fond, d'adopter des délais ou des dispositifs transitoires qui étaient initialement corrélés à la durée initiale de l'état d'urgence sanitaire, lequel, je vous le rappelle, était prorogé jusqu'au 10 juillet prochain. C'est donc la ministre de la Justice, garde des Sceaux, Nicole Belloubet, le ministre de la Santé et des Solidarités, Olivier Véran, la ministre de la Cohésion des Territoires, Jacqueline Gourault, ainsi que Gérald Darmanin, qui ont été amenés à présenter ces différentes ordonnances qui sont essentiellement des ordonnances techniques. Le Premier ministre, pour sa part, a présenté une communication qui souhaite marquer la reconnaissance de la nation à l'égard de tous ceux et toutes celles qui se sont dévoués et continuent aujourd'hui encore de se dévouer pendant cette période inédite d'épidémie de Covid-19. Il s'agit, au fond, à travers ces marques de reconnaissance, de remercier bien entendu le personnel soignant engagé, mais aussi à leur côté tous ceux qui se sont investis et s'investissent encore au quotidien. Les personnels des administrations, des services publics, les salariés des entreprises, des commerces, les bénévoles, au fond, tous ceux qui ont contribué dans les semaines passées et contribuent encore à la poursuite des activités de première nécessité. Vous le savez, le président de la République, dans son discours à Mulhouse, le 25 mars dernier, a pris l'engagement très fort, je cite, qu'à l'issue de la crise, un plan massif d'investissement et de revalorisation de l'ensemble des carrières soit construit pour notre hôpital. Sans attendre, il a demandé au gouvernement d'apporter une réponse, je cite là encore une fois, claire et forte de court terme pour l'ensemble des personnels soignants comme pour l'ensemble des fonctionnaires mobilisés. C'est ce à quoi s'est attelé le gouvernement à travers un système de primes qui a été annoncé et qui va se mettre en place dans les semaines à venir. Elle concerne, je vous le rappelle, les personnels des hôpitaux et des établissements médico-sociaux, les personnels des établissements accueillant des personnes handicapées lorsque l'assurance maladie contribue à leur financement, mais également les fonctionnaires d'État et les fonctionnaires territoriaux qui ont été mobilisés face à un surcroît d'activité pendant la période de l'état d'urgence sanitaire. Et vous le savez, nous travaillons également à une prime pour le reste du secteur médico-social et du secteur social, notamment dans l'hébergement d'urgence qui sera détaillé prochainement. Les salariés du privé, je vous le rappelle également, ont pu bénéficier d'un élargissement des critères de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat afin qu'elle leur soit versée dans cette période particulière que nous sommes en train de vivre. Parallèlement, et parce que le président de la République a souhaité une reconnaissance qui soit également symbolique de la nation tout entière envers ceux qui se sont mobilisés dans cette épidémie et continuent à le faire,
Le Conseil des ministres a donc décidé 2 choses. La première, le regroupement des promotions civiles des 2 ordres nationaux que sont la Légion d'honneur et l'Ordre national du mérite, qui sont traditionnellement publiés le 14 juillet et le 15 mai et qui seront regroupés en une promotion unique publiée le 1er janvier 2021. Les propositions pour chacune de ces décorations comprendront de toute évidence une part importante de personnes ayant contribué à la lutte contre le virus, à tous les niveaux et dans tous les domaines d'activité, dans le soin des malades, le dépistage, la recherche, le soutien de notre système de santé, la fabrication des produits de santé et de protection, la protection des plus fragiles, la poursuite d'une activité professionnelle et bénévole pour assurer le fonctionnement des services indispensables. Les propositions relatives au personnel militaire d'active et de réserve seront également reportées et publiées regroupées au mois d'octobre. Par ailleurs, une médaille de l'engagement face aux épidémies sera réactivée afin de récompenser les personnes qui se sont dévouées pendant la crise du Covid-19. Cette médaille, qui avait été créée à l'occasion de l'épidémie de choléra qui avait frappé notre pays en 1884 et instituée par un décret du 31 mars 1985, pourra récompenser ceux qui se sont particulièrement dévoués pendant les périodes de maladies épidémiques. Elle pourra être décernée à titre individuel ou collectif et fera l'objet prochainement d'un décret qui la réactualisera. Le président de la République souhaite enfin que la fête nationale soit une occasion supplémentaire de manifester l'hommage et la reconnaissance de la nation à tous ceux qui se sont engagés dans la lutte contre le Covid-19. Voilà en quelques mots résumés ce que je pouvais vous dire du Conseil des ministres et je suis évidemment à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Bonjour, Loïc Signor pour CNews, je représente mes consoeurs et mes confrères. Pas mal de questions sur les masques. Pour commencer, question d'RTL, diriez-vous que la pénurie de masques en France est aujourd'hui derrière nous? Question de CNews et d'RFI, une question sur l'obligation du port du masque dans l'espace public. Est-ce que c'est envisagé en cas de reprise épidémique? Plusieurs élus de très grandes villes le demandent. Le gouvernement estime-t-il toujours que ce n'est pas nécessaire dans le cadre du déconfinement? Et enfin, les parcs et les jardins vont-ils rester fermés à Paris? Alors, plusieurs réponses. D'abord, sur la question des parcs et des jardins, vous le savez, Paris est situé en zone rouge. Lors de sa conférence de presse, le Premier ministre et les ministres qui l'accompagnaient avaient souligné l'attention particulière que nous devions avoir dans 2 régions françaises. D'abord pour le département de Mayotte, qui nous a conduit à ne pas opérer le déconfinement de manière immédiate, mais également dans la région parisienne, dans toute l'Île-de-France, car nous avions là une situation particulière avec une région très densément peuplée et beaucoup d'interactions sociales potentielles. Dans ce cadre, nous avons considéré que l'ouverture des parcs et jardins, et c'est ce que le ministre de la Santé a rappelé hier, était inopportune compte tenu de la vivacité de la circulation du virus à Paris et dans la région Île-de-France. Et nous ne sommes pas revenus sur cette décision. Concernant les masques, vous le savez, depuis le début de la crise, le gouvernement s'est attaché à augmenter très fortement la production de masques en France, mais également à multiplier les importations, en particulier en provenance de la Chine. Ce sont des centaines de millions de masques qui sont arrivés sur notre territoire et qui ont été produits depuis le début de la crise. Et aujourd'hui, je crois que nous sommes en capacité de faire en sorte que les Français, lorsqu'ils en ont besoin, puissent bénéficier d'un masque. Votre dernière question portait sur les élus des grandes villes? Où est-ce que vous Oui, pardon, sur le port du masque. La doctrine que nous avons établie et qui a évolué en fonction du consensus scientifique nous a conduit à considérer que le port du masque devait être recommandé en complément, et je le dis bien, en complément des autres gestes barrières qui doivent perdurer, en complément de la distanciation physique, ce fameux mètre de protection que nous devons avoir vis-à-vis de nos entourages dans notre vie sociale. Nous avons également considéré que dans certaines situations où il y avait une densité de population particulière, je pense au transport notamment, je pense également au commerce, qu'il pouvait être rendu obligatoire. Et c'est ce que nous avons fait, c'est la doctrine qui est la nôtre. Une question d'RTL et d'Europe 1, une campagne de communication intitulée « Réussir le 11 mai » était souhaitée par l'Élysée, mais n'a jamais vu le jour. Savez-vous pourquoi? Plus largement, faut-il des messages spécifiques pour accompagner cette période et éviter le relâchement des comportements? Pour l'heure, à part des clips sur les gestes barrières du ministère de la Santé, rien n'a été diffusé. Ne faut-il pas expliquer aux Français comment porter un masque, par exemple? Alors, je vous le confirme, nous avions effectivement réfléchi à la pertinence d'avoir une campagne de communication institutionnelle globale,
afin de mobiliser les Français dans ce moment de déconfinement. Il nous est apparu, compte tenu de l'incertitude qui pèse encore aujourd'hui sur l'évolution de l'épidémie, qu'il n'était pas pertinent de retenir ce choix, et nous avons donc souhaité mettre en œuvre une communication qui soit plus pratico-pratique, plus servicielle en quelque sorte. C'est ce à quoi le service d'information du gouvernement, en soutien de différents ministères, s'est attelé, et vous verrez se déployer dans les jours à venir une communication évidemment rappelant les gestes barrières, l'attitude à tenir en cas d'apparition de symptômes pour permettre le tracing et l'isolement des personnes testées positives au Covid+. Nous avons également des campagnes qui sont spécifiques à destination de la communauté éducative, des enseignants, des personnels techniques et administratifs des établissements scolaires, mais également des élèves avec des éléments de communication qui sont adaptés à leur âge. Une question du journal Le Monde. Pensez-vous que la société accepterait d'être reconfinée en cas de nouvelle envolée de l'épidémie ? N'y a-t-il pas un risque de rejet du corps social ? Dans cette hypothèse, des reconfinements locaux ne sont-ils pas préférables à un reconfinement national ? Je crois que ce qui doit nous guider en toutes circonstances, ce sont évidemment les indicateurs sanitaires. Nous avons fait le choix d'avoir des indicateurs qui soient à la fois des indicateurs précoces, nous permettant d'évaluer le nombre de nouvelles contaminations, mais également des indicateurs, si j'ose dire, de moyen terme, puisque nous aurons aussi des indicateurs concernant la saturation du système hospitalier, et en particulier celle des services de réanimation. C'est uniquement sur la base de ces indicateurs et compte tenu des préconisations des épidémiologistes que nous serons, le cas échéant, si l'épidémie ne devait pas être maîtrisée, amenés à proposer des scénarios de reconfinement, qu'ils soient territoriaux ou globaux. Mais évidemment, nous souhaitons que l'engagement de tous et toutes dans les semaines à venir pour la réussite de ce déconfinement ne nous amène pas à nous retrouver dans cette situation. Deux questions de CNews et d'Europe 1. Vous avez mis en avant le triptyque protéger, tester, isoler. Or, pour tester et isoler les malades, il faut détecter les cas suspects et leurs cas contacts. Le système permettant de ficher les malades et retracer la chaîne de contamination n'est pas encore prêt. Les brigades permettant de retrouver les cas contacts non plus. Comment expliquez-vous ce retard ? Quand ces outils seront-ils efficaces à 100% ? Et la deuxième question, le président de la République avait annoncé des résultats pour l'étude Discovery au 14 mai. C'est demain. Faut-il s'attendre à des annonces demain ? Alors, concernant les résultats de l'étude Discovery, il n'appartient pas directement au gouvernement de les présenter, mais bien à tous les professionnels de santé, à tous les scientifiques qui sont à la manœuvre de pouvoir les présenter. Et donc, je crois savoir qu'effectivement, le 14 mai, il y aura la présentation de résultats intermédiaires pour lesquels je n'ai pas d'informations à ce stade. Concernant, rappelez-moi. Oui, sur le sujet de la mise en place d'une organisation permettant de détecter les personnes qui sont symptomatiques, de les tester puis de les isoler. Vous avez pu constater ces derniers jours que la presse s'est fait l'écho d'un certain nombre de clusters qui ont été détectés. C'était au fond la mise en pratique de manière un peu anticipée de cette organisation que nous aurons. Nous sommes aujourd'hui prêts. Les brigades sanitaires qui auront vocation dans les caisses primaires d'assurance maladie sont d'ores et déjà mobilisées, et ce dispositif se déploiera en tant que de besoin au fur et à mesure des jours, lorsque nous aurons des personnes qui se présenteront et porteront des symptômes qui peuvent nous faire penser à la maladie Covid-19. Donc nous sommes prêts et évidemment extrêmement mobilisés pour la réussite de ce triptyque protéger, tester et isoler. J'ajoute une question de l'AFP sur votre propos liminaire concernant le 14 juillet. Quels détails avez-vous ? Sous quelle forme aura lieu cette fête nationale ? Alors, je n'ai pas encore de détails puisque, vous le savez, le 14 juillet se tient durant la période estivale. Il nous reviendra donc, en fonction de l'évolution de la situation sanitaire, de déterminer comment est-ce que la fête nationale pourra être organisée. Je n'ai du coup, à ce stade, pas d'informations à vous donner. Question de TF1 LCI. Le président a-t-il évoqué la question du don de jours de congé pour les soignants ? Quel est le calendrier de la mise en œuvre de cette idée à laquelle la ministre du Travail s'est dite favorable ? Oui, je vous confirme effectivement que le gouvernement est favorable à ce sujet qui a été porté par les députés de la majorité. Le président ne l'a pas évoqué ce matin en Conseil des ministres. Question du Parisien. Est-ce que quelqu'un au gouvernement travaille à organiser la rentrée de septembre à l'école ? Parce qu'on sait faire des gestes barrières avec 10% des élèves, mais comment faire avec 100% de cela ? Il va sans dire évidemment que les services du ministère de l'Éducation nationale sont mobilisés
autour de Jean-Michel Blanquer, déjà pour réussir cette reprise si particulière dans la période que nous sommes en train de vivre. Vous avez pu le constater, malgré les oiseaux de mauvais augure. Nous avons aujourd'hui plus de 90% des communes qui ouvrent au moins une école, ce qui représente 80 à 85% des écoles qui sont ouvertes pour accueillir, certes, un nombre limité d'élèves, de l'ordre de 20%, soit 1,5 million d'élèves dans la semaine qui s'ouvre. Nous espérons évidemment que nous puissions faire en sorte que le maximum d'élèves, même la totalité des élèves à l'école primaire, puissent avoir repris contact dans le courant du mois de mai et au début du mois de juin avec l'école, parce que nous considérons que c'est un élément indispensable de leur réussite éducative, évidemment, mais également de leur développement social, psychologique, et c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité cette réouverture des écoles. Vous le savez également, le ministère de l'Éducation nationale est toujours en anticipation pour la rentrée prochaine, comme pour toutes les rentrées. Et donc, nous avons évidemment un travail qui vise à organiser les choses. Mais vous le savez aussi, nous n'avons pas à ce stade de projection sur ce que sera la situation épidémique. Et donc, nous serons évidemment amenés à prendre ces situations épidémiques en compte pour déterminer les conditions dans lesquelles la prochaine rentrée pourra se faire. Question de France Inter. Est-ce que la piste ouverte par certains d'un jour férié ou de jours de vacances en moins a été évoquée par le président de la République comme piste à creuser pour l'après-crise ? Au Conseil des ministres, le président de la République n'a pas évoqué cela. Je tiens simplement à souligner que nous sommes encore dans le moment de la gestion de cette crise, encore dans le moment de la sauvegarde de nos entreprises à travers un certain nombre de dispositifs que vous connaissez sur l'activité partielle, sur l'accompagnement des entreprises à travers le fonds de solidarité et le prêt garanti par l'État. Il est du coup un peu tôt pour imaginer ce que seraient les conditions d'accompagnement de la relance de notre activité économique. Question de Public Sénat. Les parlementaires sont de plus en plus nombreux à dénoncer le recours aux ordonnances. Comment les rassurer sur un retour à la normale de nos institutions ? Nous avons, depuis le début de cette crise, du côté de l'exécutif, souhaité que le Parlement puisse fonctionner, évidemment dans les meilleures conditions de sécurité sanitaire. Il appartient en cela aux présidents des deux assemblées de décider pour chacune de leurs assemblées de ces mesures de protection sanitaire. Nous avons aussi tout fait pour que, dans la gestion de cette épidémie, le Parlement soit associé. Cela s'est traduit notamment par le fait que, dans la loi d'état d'urgence sanitaire, nous avons inscrit des comptes rendus réguliers de l'activité du gouvernement et de l'exécutif vis-à-vis des deux assemblées, que ce soit le Sénat ou l'Assemblée nationale. Nous avons également été systématiquement présents lorsque des demandes d'audition étaient formulées soit par la mission d'information de l'Assemblée nationale, soit par les commissions permanentes du Sénat. Et nous avons aussi souhaité que, sur un élément important tel que le déconfinement, un débat puis un vote puisse avoir lieu à l'Assemblée nationale et au Sénat. C'est donc la preuve que l'exécutif est extrêmement soucieux de la poursuite de l'activité démocratique de notre pays et évidemment de l'association de l'ensemble des parlementaires à la gestion de la crise que nous vivons actuellement. Et donc, je crois que ces craintes peuvent être levées. Concernant l'utilisation et le recours à différentes ordonnances, vous imaginez bien que dans un temps extrêmement restreint où des décisions de gestion de crise rapide doivent être prises, nous ayons eu recours au système des ordonnances. Il y a eu de nombreuses ordonnances, je crois que c'est 54 depuis le début de la crise qui ont été prises en application de la loi d'état d'urgence sanitaire, avec systématiquement, évidemment, un dialogue. Et vous le savez, le système des ordonnances conduit à ce qu'il y ait une discussion au moment de la présentation de l'ordonnance, lorsque le gouvernement demande à pouvoir être habilité à légiférer par ordonnance, mais aussi il y a systématiquement des projets de loi de ratification des ordonnances une fois qu'elles ont été rédigées, ce qui, à plusieurs reprises, permet d'associer le Parlement au contenu de ces ordonnances. Question de l'AFP. Une vague de licenciements se prépare après cette période tampon de chômage partiel massif. Avez-vous des prévisions sur l'ampleur de cette vague à venir ? Muriel Pénicaud a annoncé une réduction du paiement par l'État du chômage partiel dès juin. Pouvez-vous donner des précisions sur ce sujet ? Des experts comme Raymond Soubi suggèrent de modifier les règles des plans sociaux pour adoucir ce mouvement qui s'annonce brutal. Est-ce que c'est à l'étude ? Alors, il y a évidemment beaucoup de discussions autour de la manière dont nous devons organiser à la fois le soutien à l'économie. Ce soutien, je vous le rappelle, a été particulièrement massif et la France a sans doute été dans le monde l'un des pays qui a déployé le plan le plus massif en direction à la fois des travailleurs à travers l'activité partielle, mais également à travers le soutien direct
aux entreprises. Notre objectif, il est que ce soutien soit au fond le premier pas de notre relance économique, parce que tous les emplois que vous pouvez préserver dans la période actuelle sont autant d'emplois autant de chômeurs qui n'existeront pas dans la période à venir. Il est aujourd'hui trop tôt pour déterminer l'ampleur de l'impact de cette crise économique sur l'activité en France, pas plus qu'il n'est possible aujourd'hui de déterminer quel serait le nombre de défaillances d'entreprises ou, le cas échéant, de chômeurs qui pourraient advenir. Mais sachez que le gouvernement est particulièrement mobilisé et que nous aurons des discussions évidemment avec les partenaires sociaux, que ce soit les organisations syndicales ou les représentants du patronat, pour regarder comment, de manière progressive, nous pouvons partager l'effort, notamment sur l'activité partielle, entre l'État, les entreprises et l'UNEDIC. 2 questions de RMC sur l'hôpital. Le président avait promis de recevoir les membres du collectif Interhôpitaux. Ces derniers sont toujours sans retour de l'Élysée. Cette rencontre est-elle reprogrammée? Si oui, quand et dans quel cadre? Par ailleurs, les salariés des hôpitaux publics s'interrogent sur le versement de la prime promise par le président et le gouvernement. Savez-vous à quelle date cette prime sera versée? Alors, concernant la prime aux soignants et aux personnels non médicaux dans les hôpitaux, le décret est sur le point d'être signé. Donc, le versement de cette prime pourra intervenir dans les semaines à venir. Je ne peux pas vous dire à ce stade si ce sera sur les payes du mois de mai ou les payes du mois de juin, mais le travail est bien engagé de ce point de vue-là. Concernant la rencontre avec le collectif Interhôpitaux, n'étant pas membre du cabinet du président de la République, je ne peux pas vous apporter de réponse sur son agenda. Plusieurs questions sur les frontières, et notamment la frontière franco-allemande de Bloomberg, Reuters, la presse allemande et BFM TV. Pouvez-vous confirmer l'information selon laquelle la frontière franco-allemande va rouvrir dans des conditions normales, donc sans contrôle, et à quelle échéance? D'après la ZDF, les Allemands veulent rouvrir, mais les Français freinent. Pourquoi? Alors, je n'ai pas d'informations à ce stade concernant la réouverture des frontières. Vous le savez, l'ensemble des pays européens, de manière coordonnée, ont pris des mesures concernant la fermeture de l'espace Schengen aux personnes venant de l'extérieur. Il y a également des mesures de réciprocité qui sont prises entre les pays frontaliers. C'est le cas de la France avec les pays frontaliers qui l'entourent, en particulier avec l'Allemagne, ce qui permet notamment de permettre la poursuite du travail de nos travailleurs frontaliers qui vont d'une partie et de l'autre de la frontière. Et à ce stade, il n'y a pas d'évolution prévue. Mais vous le savez, la Commission européenne doit aussi se réunir, je crois, à partir d'aujourd'hui ou de demain, pour discuter d'une coordination à l'échelle européenne sur le sujet des frontières. Dans la prolongation de cette question, Reuters demande, le Sun évoquait hier la mise en place d'un Safe Corridor pour les déplacements entre la Grande-Bretagne et la France pour les vacances d'été. Est-ce que cette piste est envisagée et si oui, quelle forme cela prendra? Comme je vous le disais dans cette conférence de presse, nous n'avons aujourd'hui pas encore de visibilité sur la période estivale. Le président de la République a souhaité qu'il puisse y avoir une grande coordination européenne pour l'organisation de ce moment qui est très attendu par nombre de nos concitoyens. Question de Reuters et de France Télévisions. 63 plaintes ont été déposées contre des membres du gouvernement auprès de la CJR pour dénoncer la gestion de la crise du coronavirus. Alors qu'on amorce le déconfinement, est-ce que vous jugez que votre gestion a comporté des failles et si oui, lesquelles? Ou estimez-vous que votre gestion a été un sans faute? Alors, il serait présomptueux de ma part de considérer que nous n'avons jamais commis aucune erreur à aucun moment. Je crois que nous avons fait de notre mieux dans la période aussi exceptionnelle que nous avons connue et que nous connaissons encore. Nos compatriotes ont évidemment la possibilité d'ester en justice, c'est leur droit le plus strict. Et donc, il ne m'appartient pas aujourd'hui de commenter les suites judiciaires que pourraient avoir ces différentes plaintes. Question sur les municipales de TF1 et d'LCI. Le gouvernement est-il favorable à organiser le second tour en juin? Vous le savez, nous avons un processus qui est extrêmement clair pour les élections municipales. Le Premier ministre l'a annoncé hier, l'installation des conseils municipaux qui ont été élus dès le premier tour des élections pourra se faire dans les jours à venir, dès lors que le décret le permettant sera signé et sera publié. Et donc, nous allons d'abord nous atteler à réussir dans des bonnes conditions de sécurité sanitaire l'installation à la fois des conseils municipaux, mais également des intercommunalités, des communautés d'agglomération qui peuvent d'ores et déjà tenir un exécutif complet. Pour ce qui est du second tour de l'élection municipale, nous aurons à recevoir
rapport du Conseil scientifique qui nous dira si oui ou non les conditions sanitaires sont favorables à l'organisation de ce second tour dès le mois de juin. Ce rapport doit être rendu avant le 23 mai. Il permettra à ce moment-là au gouvernement de présenter lui-même un rapport devant le Parlement. Et en fonction de ce que nous dira le Conseil scientifique, c'est ce que la loi prescrit, nous aurons à décider de la poursuite du processus électoral avant le 30 juin ou de son report à une date ultérieure, ce qui évidemment fera l'objet d'un passage devant les deux assemblées. Question de CNews, un 9e groupe parlementaire pourrait voir le jour à l'Assemblée nationale. Dans celui-ci, des députés du groupe La République En Marche qui quitteraient et donc la REM perdrait sa majorité absolue à l'Assemblée nationale. Est-ce que ce serait un échec pour vous ? Si tel était le cas, je ne peux que regretter que le ferment de la division soit à l'œuvre dans une période, je vous le dis et je vous le répète, qui est absolument exceptionnelle. Alors même que nous aurons des discussions à avoir à l'intérieur de la majorité, évidemment, sur ce que sera la fin du quinquennat et sur la manière dont nous relancerons l'activité dans notre pays, sur les réponses que nous aurons à apporter dans la suite de cette crise. Il m'apparaît donc que c'est véritablement là un contretemps, pour ne pas dire un contresens politique. Je reviens en arrière puisqu'on demande des précisions sur la campagne à laquelle vous avez renoncé, réussir le 11 mai. Est-ce que vous pourriez être plus précise sur votre communication plus pratico-pratique et plus servicielle ? Alors, il s'agit évidemment d'apporter des informations aux Français, à la fois sur ce que sont les symptômes qui doivent les alerter, la toux, la fièvre, le fait de perdre le goût ou l'odorat. Donc ça, c'est très pratique pour savoir à quel moment il faut être alerté et consulter le cas échéant un médecin pour se faire tester. C'est aussi évidemment un accompagnement pour savoir comment utiliser un masque dans les meilleures conditions de sécurité sanitaire. Ce sont aussi des informations, je vous le disais, à destination de la communauté éducative. Quelles sont les précautions à prendre dans les classes? Pourquoi faut-il se laver les mains de manière régulière? L'objectif est vraiment d'être très informationnel vis-à-vis de nos concitoyens qui reçoivent beaucoup d'informations dans lesquelles il est parfois difficile de faire du tri. Et notre objectif est vraiment de pouvoir les accompagner dans cette période de déconfinement. Dernière question, a priori, de BFM TV sur Laetitia Avia, la députée de La République En Marche, mise en cause par plusieurs anciens collaborateurs pour harcèlement et racisme. Peut-elle, selon vous, rester porte-parole du parti ? Écoutez, je n'ai pas de commentaires à faire sur des rumeurs de presse telles que vous les relayez. Je crois savoir d'ailleurs que Madame Avia a annoncé son intention de porter plainte. Je tiens néanmoins et très chaleureusement à saluer le travail qui est le sien en matière de lutte contre les discriminations, de lutte contre la haine sur les réseaux sociaux. Elle en a témoigné en portant avec beaucoup de brio une proposition de loi que vous connaissez aujourd'hui. Merci. Merci à vous.